Bonjour à tous, alors nous sommes absolument ravis de vous proposer une nouvelle émission qui s'appelle Hors de prix. Alors notre point commun à nous tous qui allons animer cette émission, c'est que nous avons des parcours différents, mais nous avons la conviction que le monde de demain pourrait se faire sans argent. Alors nous avons décidé de vous proposer une émission où nous allons prendre des sujets d'actualité et vous partager notre vision de ce monde sans argent, d'expliquer pourquoi les mécanismes de l'argent peuvent poser des problèmes et comprendre le monde d'aujourd'hui. Et avant de commencer avec notre premier sujet sur l'Ukraine, la rubrique Toujours plus taré. Avec un monde monétaire, c'est toujours la fête à l'intelligence humaine. Et on le prouve avec 3 petites infos aujourd'hui. Bruno Le Maire, ministre de l'économie française, a déclaré « Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie ». Sur ce, Dimitri Medvedev du gouvernement russe a rétorqué que la guerre économique débouche souvent sur une guerre réelle. Attention, 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 hein. Et ensuite, Bruno Le Maire a tweeté « Le terme de guerre économique était inapproprié ». Mais pas du tout, monsieur Bruno Le Maire. Pour une fois que vous n'avez pas été hypocrite, là, c'est clair, c'est net. Nous sommes en guerre économique tout le temps. Même lorsqu'un producteur de légumes se retrouve à partager son marché avec d'autres producteurs de légumes, eh bien, ça finit par être la guerre des prix, la guerre économique, etc., etc. Donc, évidemment, avec des marchands de légumes, ça ne porte pas à grandes conséquences, mais la guerre économique est déjà là. Donc, arrêtons cette hypocrisie. Dès qu'on utilise de la monnaie, on est en guerre économique. Voilà. Autre petite info, le président de la Confédération suisse, M. Ignazio Cassis, j'espère que je prononce bien, déclare que faire le jeu d'un agresseur, ce n'est pas neutre. Et oui, la Suisse est censée être toujours neutre. En tant que signataire, il continue, et dépositaire de la Convention de Genève, nous sommes tenus de respecter le droit humanitaire. À votre avis, la Suisse fait-elle la chasse à tous les marchands d'armes et dictateurs qui ont des comptes chez eux? Pas sûr. L'intérêt monétaire prime. Eh ben oui, faut quand même pas déconner, hein. Vive le brousouf. Enfin, dernière petite info sur le lithium en Bretagne. Une info Le Monde, comme les précédentes, parce que j'aime bien regarder Le Monde. Bref. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, plaide pour une extraction du lithium français. Une question de souveraineté nationale. Et c'est vrai que aller prendre le lithium chez les autres et faire en sorte que ce soit chez les autres qu'il y ait des problèmes avec l'extraction minière, avec toute la pollution, la destruction de l'environnement, c'est un petit peu hypocrite. Hein. Mais voilà, quand c'est en France, là les gens réagissent et ils n'ont pas envie que ce soit dans leur jardin. Et quelque part, c'est bien normal. Se pose la question de a-t-on besoin des batteries électriques ou peut-on organiser la société autrement? Bref, ce minerai blanc, nécessaire à la fabrication de batteries, est aussi nécessaire à l'entreprise Blue Solution du groupe Bolloré, situé à une 30aine de kilomètres du gisement armoricain de lithium. Le tout sur un site Natura 2000. Voilà, le fric oblige à l'activité économique, oblige à de l'extraction outrancière et on arrive à un gros n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour la revue de presse des infos, toujours plus taré grâce à la monnaie. Nous allons commencer avec notre premier sujet qui est la guerre d'Ukraine. Donc j'aimerais bien avoir votre avis dans cette guerre. Quelle est la place de l'argent actuellement, à la fois pour lancer une guerre, pour créer un moyen de pression? Est-ce que vous avez des opinions là-dessus? Marc, tu veux peut-être commencer? L'implication de l'argent, elle est dans toutes les strates, en fait, que ce soit au niveau de l'information qui est censurée, on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur le terrain. Parce que les militaires ont horreur de la transparence, forcément, puisque ça vient en contradiction avec leur stratégie. Mais pour résumer, moi, c'est vraiment les marchands d'armes qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que c'est même eux qui aussi possèdent les médias qui nous informent. Donc, en fait, ça, sans argent, que deviendraient les marchands d'armes? Est-ce qu'on serait toujours soumis à leur réflexe de dire il faut montrer les muscles, il faut tirer sur les autres pour imposer notre volonté, quelle qu'elle soit. Après, ça engage la question du pacifisme, mais voilà.
Et donc pour toi, ce qui serait à l'origine des guerres, qui lancerait les guerres, c'est le fait qu'il y ait possibilité d'avoir des armes, qu'il y ait des marchands d'armes? Ouais, quelle est la place pour toi des gouvernements là-dedans? Elle est presque anecdotique parce qu'en général, ils se suivent tous, ils attendent que l'autre avance, etc. Et en fait, c'est celui qui est en lien le plus direct avec ces marchands d'armes qui lance les affaires. On l'a vu dans d'autres conflits où les conflits servent après comme argument aux marchands d'armes pour dire, voyez, on a essayé ça sur le terrain et ça marche très bien. Donc ça, c'est toujours latent derrière chaque guerre. Merci Marc. Fanny, est-ce que tu as une opinion sur la place de l'argent dans la guerre actuellement, ou dans les guerres en général? J'ai l'impression, le sentiment en tout cas, que dans chaque guerre, il y a un intérêt économique derrière. Alors ça peut être soit celui de vendre des armes, parce qu'on possède les fabricants d'armes, soit celui de récupérer des ressources économiques sur un territoire qui n'est pas le nôtre. Et on le voit aujourd'hui, comment dire? Et on le voit aujourd'hui dans la guerre dans l'Ukraine contre la Russie, c'est que si c'est l'interdépendance de nos ressources économiques, par exemple pour l'énergie. Aujourd'hui, l'Europe ne pourrait pas se passer des ressources énergétiques que lui fournit la Russie. Et donc là va se poser la question de est-ce qu'on accepte de rentrer en guerre contre eux, même si on ne pourrait pas survivre en fait sans ces ressources, ou pas en fait. Est-ce qu'on met notre éthique de côté pour pouvoir avoir accès à ces ressources ou pas? Et pareil, que va faire la Russie si on lui coupe les marchés de l'importation de son côté? Et c'est vrai que dans les analyses qu'on peut entendre, beaucoup de gens disent que l'Ukraine est un pays qui a beaucoup de richesses sur les céréales, sur les minerais, etc. Et d'autres pensent que c'est parce que l'OTAN avance et rapproche ses bases de la Russie, mais c'est vrai que la place des ressources, elle peut être un mobile de guerre très importante aujourd'hui. Jean-François? Moi, ça me paraît assez évident qu'il y a un rapport direct entre la guerre et l'argent. Hein. Il suffit de voir les guerres précédentes quand même. Hein. La guerre de 14, ça a profité à qui? À Renault et Peugeot d'un côté, à Schneider et Krupp de l'autre. Hein. Ils se sont bien gavés quand même avec la guerre de 14. Et en Ukraine, c'est pareil. Hein. Les intérêts, c'est d'un côté le gaz russe et de l'autre côté le gaz de schiste qui est 2 fois plus cher et plus polluant et que les Américains voudraient bien nous vendre à nous, Européens. Voilà. Là-dedans, la politique elle ne fait que suivre les intérêts financiers. Ça me paraît assez évident. En plus, les hommes politiques, comme les marchands d'armes dont parlait Marc, ils ont besoin d'un bouc émissaire, il ne faut pas qu'ils soient responsables. Hein. Donc on a toujours besoin d'un ennemi. Alors que Poutine soit un tyran, c'est formidable, c'est impeccable. Hein. Que Biden soit ait des tendances hégémoniques pour l'Amérique, c'est évident, et c'est très bien, comme ça on peut critiquer. Que Macron soit une marionnette qui s'est fait rouler dans la farine en allant à Moscou, c'est très bien. Mais derrière tout ça, il y a toujours des intérêts financiers, on en revient toujours à ça. Vous connaissez bien l'histoire, quelqu'un qui cherchait un théâtre de guerre, comme on dit, et il demande à quelqu'un sur sa route où est-il ce théâtre de guerre, et le gars lui répond, suis le pipeline, il est au bout. Là, en ce moment, on suit le gazoduc. C'est à peu près pareil. Donc, c'est évident que s'il n'y avait plus d'argent, hein, il y aurait plus cette course effrénée, cette compétition effrénée. Et en plus, s'il n'y avait pas d'argent, ça faciliterait les négociations quand il y a des conflits, parce que des conflits, il y en aura toujours. Nous, on prône beaucoup ce qui se faisait dans l'Ancien Régime avec les comités de conciliation, hein, qui se faisaient pour régler des questions d'héritage, des questions de voisinage, de limites de terrain, etc., où les deux parties en conflit se choisissaient des témoins amiables qui étaient obligatoirement neutres, c'est-à-dire pas de la famille, pas du même village, pas copains.
donc complètement indépendant, et on enfermait les gens dans la maison ou dans une pièce, et à la fin, il fallait qu'il y ait un accord signé, qui sortait, et qui était signé par toutes les parties, et qui avait valeur de loi. Ça évitait bien des procès qui sinon auraient duré des années, voire des décennies, par les tribunaux ordinaires. Et tout ça, c'était fait avec les intéressés, plus des témoins qui n'étaient pas spécialistes, qui n'étaient pas et surtout qui étaient neutres, qui n'avaient pas de conflit, qui n'avaient pas eux-mêmes des conflits d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties. Tant qu'il y a de l'argent, il y aura des conflits d'intérêts. Merci Jean-François. Moi, je rajouterais un petit point. Je suis pas forcément convaincu qu'il y a que les marchands d'armes là-dedans, mais qu'il y a aussi les marchands d'armes. Il y a sur les conflits d'intérêts, tout ça. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est à quel point, grâce à l'argent, une seule personne peut déclarer une guerre. Et à quel point on voit dans toutes les stades de possibilités. Aucun président, lors d'une campagne pour sa propre élection, ne dirait si vous votez pour moi, on va acheter tant de missiles, tant de rafales, etc. Et par contre, une fois élus, ils ont la capacité de pouvoir acheter des armes de guerre, des bombes atomiques. J'ai lu cette semaine qu'il y aurait sur notre belle planète à peu près 30 ou 35 000 bombes atomiques à disposition. Et non seulement ils ont cette capacité à pouvoir acheter, et cette capacité à pouvoir donc déclarer une guerre à lui tout seul. Enfin, Poutine l'a déclaré à lui tout seul. Enfin, j'imagine bien qu'il a un conseil, mais quoi qu'il en soit, notre avenir est détenu entre les mains des plus grands puissants qu'il y a aussi. Et ils ont cette capacité à pouvoir faire basculer du jour au lendemain notre avenir. Et là aussi où j'ai l'impression que l'argent a un point très important, c'est pourquoi les militaires obéissent aux ordres politiques. Et pourquoi c'est très compliqué dans un système monétaire de pouvoir remettre en question les ordres, parce que je suis pas certain qu'un militaire il le fait par idéologie. Je suis pas certain qu'il puisse revenir en arrière ou ne pas obéir à les ordres à cause du salaire. Parce que c'est quelque chose que je me dis profondément. Ils ont fait cette carrière-là, ils sont lancés là-dedans, mais si jamais ils sont pas d'accord, pour quelle raison ils ne peuvent pas dire non? Parce que si aujourd'hui ils disent non, simplement, écoute, voilà, tu es mis à pied, et relevé de tes fonctions, tu n'as pas de salaire. Mais voilà, je me pose la question voilà, de la place de l'argent sur la possibilité d'acheter des armes, la possibilité de déclencher une guerre. Et donc l'un comme l'autre, c'est finalement centralisé sur voilà, quelques personnes qui sont tout en haut des pyramides. Et donc, est-ce que nous aurions cette capacité à pouvoir créer une guerre, lancer une guerre, que seulement certaines personnes pourraient déclencher une guerre s'il n'y avait pas d'argent, à votre avis? Est-ce que ça serait possible? Parce qu'on peut toujours s'imaginer que deux peuples ne s'entendent pas et puis se mettre en confrontation, mais est-ce que ça dépendrait d'un peuple en entier ou est-ce qu'une personne pourrait déclencher une guerre, comme on voit aujourd'hui avec Poutine? Tu as parfaitement raison. De toute manière, étymologiquement parlant, solde, la solde, c'est pour les soldats. Quelqu'un ne va pas naturellement aller tuer ou déclencher une guerre s'il n'est pas payé pour. Enfin, évidemment, il y a toujours 2-3 tarés qui, eux, psychopathes, ont envie d'aller tuer tout ce qui est différent de soi. Mais la majorité des armées fonctionnent avec une solde. Donc un mec tout seul qui déclarerait la guerre, si on était dans un système post-monétaire, il serait juste ridicule. Il n'y aurait aucun suivi là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé de la puissance des marchands d'armes, mais il ne faut pas oublier non plus la puissance du BTP. Parce que, mine de rien, derrière l'arme, après, il faut reconstruire tout ce qui a été détruit. Et on l'a vu en Irak avec les Américains, les compagnies pour reconstruire les choses, elles étaient amenées en package avec le vainqueur, c'est-à-dire les USA. Et les USA faisaient travailler leurs entreprises pour reconstruire les choses. Donc voilà, c'est vrai que le point de départ, c'est le marchand d'armes. Enfin, le point de départ, c'est les médias, parce qu'il faut convaincre sa population qu'il y a vraiment un souci, d'où Poutine qui traite les autres de nazis et qui utilise même le terme de comment il a dit, extermination. Génocide. Génocide, voilà. Il a parlé de génocide.
est quand même assez hallucinant. Mais comme il a la main avec le fric sur tous les médias qui sont que des médias copains, il peut donner des informations qu'il veut à son peuple. Donc il y a ce premier stade. Et ensuite, évidemment, le relais par les marchands de guerre et de matériel. Merci Marc. Fanny, est-ce que tu veux intervenir? Je voulais dire qu'un système sans argent ne permettrait pas forcément une démocratie réelle. C'est-à-dire qu'il faudra aussi repenser les instances politiques et faire en sorte que, je veux dire, on pourrait très bien être dans un monde sans argent et avoir un régime autoritaire. Donc, et il faut absolument revoir nos instances politiques et organiser une démocratie directe et horizontale. Et c'est ce qui nous évitera, je pense, une nouvelle guerre. Voilà, en dehors des intérêts économiques également. Parce qu'il peut y avoir des conflits idéologiques et on peut très bien penser à des peuples qui ne s'entendraient pas historiquement parlant parce que parfois on n'a pas parce que parfois peut-être qu'on n'aura pas envie de tout partager avec nos voisins ou qu'on ne pourra pas se le permettre, qu'il n'y aura pas la compréhension de l'autre côté. Pourquoi pas? On peut imaginer des conflits entre les peuples, mais du coup, si il faudrait vraiment convaincre toute une population pour pouvoir faire la guerre, et là, ça me paraît beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà. Donc, instaurer un monde sans argent, c'est bien. Avec une démocratie directe, c'est mieux. Et pour compléter ce que tu viens de dire, Fanny, et aussi rebondir sur ce que disait Marc quand il disait que la solde vient la même étymologie que soldat, à l'origine de ce qui a créé la monnaie, que ce soit donc chez les Mésopotamiens, donc c'est anciennement la Turquie ou l'Irak, je ne sais plus exactement, mais aussi en Chine, ils ont créé la monnaie pour exactement la même raison, c'est pour pouvoir rémunérer des armées. Parce qu'il y avait cette complexité lorsqu'il fallait défendre un territoire qui était loin de la cité-État où tout était centralisé en termes de nourriture. S'il fallait défendre un territoire qui était peut-être à 3 jours ou 4 jours de marche ou de cheval de cet endroit-là, comment les nourrir? Comment faire des va-et-vient de nourriture? C'est pas possible et on peut pas non plus planter des champs et attendre que ça pousse. Et en fait, les soldats avaient l'obligation, la nécessité de devoir piller leur propre territoire pour pouvoir se nourrir. Et donc, a priori, c'est pour justement pouvoir répondre à ces difficultés-là qu'il y avait donc 600 ans à peu près avant Jésus-Christ des premiers proto-États qui ont réfléchi à comment pouvoir inciter des soldats à pouvoir se nourrir sans piller leur propre zone. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve aussi l'argent à l'origine des guerres dans notre histoire. Ce que vous dites là, ça me fait penser à la caractéristique de l'argent qui est de se condenser systématiquement entre des mains de moins en moins nombreuses et de plus en plus riches. Et ça, quelle que soit l'époque, la géographie, la culture, ça s'est toujours passé comme ça. Or, l'accumulation du pouvoir, la condensation de l'argent plutôt, entraîne la condensation du pouvoir. Et en plus, la concentration du pouvoir et de l'argent finit toujours par faire des empires, et les empires finissent toujours par s'écrouler. S'écrouler sous leur propre poids. Ça donne des monstres aux pieds d'argile. Or, le capitalisme fait partie du même système, et donc nous montre la même démarche logique, la même évolution historique. Voilà. Et donc, si on supprimait l'argent, on supprime en même temps le pouvoir, ou en tous les cas, on le limite à des pouvoirs individuels ou à des pouvoirs de petits groupes. C'est très difficile de concentrer des problèmes culturels, cultuels ou culturels, et pour en faire des objets de guerre, en mobilisant des millions de personnes, quoi. C'est extrêmement compliqué. On arrive à faire des sectes, peut-être, des petites tribus, mais faire des nations aussi puissantes que la Russie ou que les États-Unis ou que la Chine, sans l'argent, ça me paraît extrêmement plus compliqué. Voilà.
Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas moyen d'échapper à une abolition de la monnaie, parce que sinon, on retombe toujours dans le même problème. Si on résume un petit peu tout ça, c'est vrai qu'on voit en fait l'argent un peu à toutes les stades qui précèdent les guerres. C'est à la fois, ça permet donc de créer tous les types de marchés. Donc nous avons les marchands d'armes. Ça permet donc l'accumulation d'argent. Ça permet aussi aux gens de pouvoir de maîtriser des budgets, d'acheter aux marchands d'armes, donc de pouvoir déclarer les guerres. Nous avons aussi vu qu'il y avait des mobiles intéressants, mais il y en a un qu'on n'a pas abordé, que j'aimerais bien qu'on aborde. Donc on avait vu qu'on pouvait lancer une guerre à la fois pour des raisons vraiment simplement de pouvoir ou de domination, d'hégémonie, aussi qu'on pouvait s'intéresser à un pays pour ses ressources qui permettent de poursuivre une certaine économie. Mais on n'a pas abordé, pourtant ce que disent souvent des anciennes générations, c'est que rien de tel qu'une bonne guerre pour relancer l'économie. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser aussi cette question-là. Est-ce que les dettes n'ont jamais été aussi stratosphériques qu'aujourd'hui, surtout en période post-Covid? Est-ce que on pourrait aussi s'imaginer, même si on ne peut pas être certain, qu'on puisse, parmi les puissants, relancer une guerre pour relancer l'économie? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, cette idée-là? Oui, tout à fait. Oui, j'y avais pensé aussi. Moi, c'est ce que je disais lorsque je parlais du BTP, c'est-à-dire que dès qu'il y a l'obligation de faire de la rotation monétaire, il faut créer de l'activité, et rien de mieux que de détruire pour pouvoir reconstruire et refaire de l'activité. Si les bâtiments, tout reste pour l'éternité, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe de l'activité et de la rotation monétaire? Elle stoppe. Donc voilà, après, j'aimerais parler aussi de la solution, parce que bien souvent, on nous dit, oui, la solution passe par l'argent, c'est-à-dire le chantage à exclure la Russie des systèmes SWIFT machin, je sais pas comment ça s'appelle. C'est aussi de la priver de certains marchés, etc., en espérant que ce soit la solution. Mais dans la réalité, on a déjà fait le blocus de Cuba, ça n'a jamais rien changé au système politique. Donc l'argent n'est absolument pas une solution pour résoudre le problème. Idem pour le boycott et tout ça, des fois ça pousse à la guerre. C'est-à-dire que le Japon, dans les années 40, est aussi rentré en guerre parce que les Américains avaient dit stop sur le pétrole. Et donc les Japonais sont aussi rentrés en guerre, même s'ils avaient commencé avant, pour s'assurer des ressources en pétrole. Donc non, le commerce n'est absolument pas un moyen pour apporter la paix, pour moi. Est-ce que vous pensez que l'être humain est un loup pour l'homme? Est-ce que c'est dans notre ADN de faire des guerres comme ça? Est-ce qu'il y en a toujours eu? Est-ce qu'il y en avait aussi beaucoup avant l'apparition de la monnaie? Certainement qu'il y en avait un petit peu. Mais quel est... parce que moi, j'ai du mal à me dire, pour moi, le russe moyen, il a surtout pas envie qu'il y ait de la guerre. L'ukrainien moyen, il n'a pas envie qu'il y ait de la guerre. Le français moyen n'a pas envie qu'il y ait de la guerre. L'américain moyen n'a pas envie qu'il y ait de la guerre. J'ai l'impression que personne ici n'a envie qu'il y ait de la guerre nulle part. Par contre, est-ce que effectivement l'histoire du Donbass et des séparatistes, ce problème-là qui est peut-être aussi un peu irrésolvable que le problème israélien, est-ce que là-dedans, on aurait d'autres moyens de pouvoir atteindre une certaine paix sans utiliser la guerre? S'il n'y avait pas d'argent, on en avait un petit peu parlé tout à l'heure, tu avais parlé de la conciliation, mais y aurait-il d'autres moyens de pouvoir gérer des conflits? Régler les conflits, ça ne dépend pas de notre vision de l'homme. Hein. Que l'homme soit un loup pour l'homme, moi je m'en fous complètement. Hein. L'homme, il est ce qu'il est. Il a des bons côtés, il a des mauvais côtés. Et on ne le changera pas. Hein. La seule chose qui puisse changer les comportements des humains, c'est la structure sociale dans laquelle ils vivent. Voilà. Et si on ne change pas la structure sociale, on aura toujours le même homme. Hein. C'est pas parce que les
Chinois ont une vision du monde qui est radicalement différente de la nôtre, parce qu'ils ont une vision circulaire du temps, parce qu'ils ont une compréhension de la responsabilité qui n'a rien à voir avec ce que nous on pense. Ils ont une autre culture. On pourra toujours discuter avec eux, on changera pas les choses. Il n'y a qu'une structure sociale qui peut entraîner les gens dans un sens ou dans l'autre. Merci Jean-François. Marc, tu voulais intervenir? Oui, je pense que il y a quand même un truc super important, c'est que dans nos écoles, on n'a pas de cours de psychologie, on n'a pas de cours de philosophie, parce que ça tend quand même, il n'y a pas de jeu de mots avec Satan, ça pousse, on va dire, à faire des êtres équilibrés. Quand on a pris conscience des mécaniques de la violence, que la violence c'est une frustration mentale momentanée, qu'en fait, voilà, on est dans une position d'infériorité quand on est dans une réaction de violence, ça n'est pas glorieux, contrairement à ce que nous enseigne l'histoire où chaque fois les guerres sont glorieuses. Et donc, pourquoi il n'y a pas de cours de psychologie et de philosophie dans nos écoles? C'est parce que donc on a des personnes qui deviennent équilibrées, un peu plus équilibrées, et donc elles n'ont plus besoin d'acheter quelque chose pour pallier à leur déséquilibre. On sait la frustration générée par les pubs et tout ça, donc il faut que tu achètes pour te sentir bien dans notre monde. Et donc on n'a aucun intérêt à faire des êtres équilibrés. De même, tous ces cours-là, ils ont un coût, et un coût monétaire, une fois de plus. Donc, quel intérêt a le système de faire des êtres équilibrés qui ne consommeraient plus et qui en plus coûteraient de l'argent à la société sans en rapporter? Aucun. Donc on est piégé dans un système monétaire là-dessus. Il ne peut pas y avoir d'amélioration notable. Fanny, dans un monde non monétaire ou dans le monde monétaire, est-ce que tu as des idées de ce qui peut créer des conflits, peut-être par rapport au fait de vouloir unifier ou des cultures? On voit souvent au sein des conflits la problématique de l'indépendance de certaines parties d'un pays ou du monde. Par exemple pour les îles, par exemple pour la région du Donbass en Ukraine, par exemple. On peut avoir des conflits pour les Corses, les Pays Basques. Il y a beaucoup de peuples qui demandent leur propre indépendance. Indépendance qu'on ne leur octroie pas parce que apparemment économiquement ce serait pas possible, parce qu'on a besoin d'unifier, enfin en tout cas pour les grandes puissances, on a besoin d'unifier tous les territoires autour de la production pour pouvoir être fort économiquement parlant. C'est le cas par exemple de la création de l'Europe. Tous les pays d'Europe se sont unis pour être forts face à la Chine, face aux États-Unis et à d'autres grandes puissances économiques. Le problème de cette unification, c'est que on tend aussi à mélanger les cultures. Et ce qui est intéressant, peut-être Jean-François, tu pourras en dire plus, mais en France, il y a de ça une centaine d'années, personne ne parlait français. Enfin, on pouvait parler le français, mais il y avait plein d'autres langages, il y avait des cultures particulières pour chaque région. On le voit d'ailleurs en Bretagne, on a encore une culture très, très présente, au Pays Basque, et dans le Jura, par exemple, aussi. Et en fait, ces peuples-là ne veulent pas perdre leur identité, et c'est pour ça qu'ils se battent aussi. Et du coup, dans un monde sans argent, on pourrait unifier les moyens de production tout en essayant de conserver la culture de chaque peuple. Oh, je sais pas si ça tient la route, mon histoire, là. Si, ça tient la route. D'un côté, on a des minorités basques, bretonnes, occitanes, qui défendent leur langue, leur culture, et qui voient avec beaucoup de désolation leur culture se faire grignoter par un pouvoir central. Ça date depuis le Moyen-Âge, ça a toujours existé. C'est le combat entre les minorités locales et le pouvoir central. C'est une vieille guerre. Sur la planète, il existe une zone en Asie du Sud-Est qui couvre 4 pays et pas des moindres: la Chine, la Birmanie, le Cambodge, le Laos, je crois, dans lesquels vivent
des populations qui vivent quasiment sans argent, qui ont réussi depuis des siècles, qui ont réussi à refuser la conscription, l'impôt, qui s'est organisé sur un régime matriarcal, ce qui est quand même original. Ils ont des pratiques sociales tout à fait différentes des nôtres, hein, et ils sont répartis sur 4 pays, dans des zones très isolées, des zones de forêt et de montagne. Donc dès qu'il y a un problème, ils se barrent, ils vont ailleurs, hein, ils passent d'un côté de la frontière à l'autre, et c'est des espèces d'irréductibles. Il y a un anthropologue qui a fait un bouquin extrêmement intéressant là-dessus. Il a appelé ces 4 peuples-là, il leur a donné un nom, hein. Pour lui, c'est Zomia, qui a donné le titre de son bouquin. Donc si vous cherchez Zomia sur Internet, vous trouvez ça. C'est extrêmement intéressant, parce que ça montre bien que la structure sociale a complètement changé la culture, l'idéologie des gens, mais sans violence, au contraire, en résistant à la violence des autres. Donc là, il y a des choses à apprendre de la part de ces 4... de ces populations qui vivent sur 4 pays sans s'occuper des frontières. Voilà, c'est pas mal. Et sans guerre. Peut-être parce que sans argent. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo, et si vous souhaitez que nous abordions certains sujets, n'hésitez pas à nous le faire savoir. À très bientôt. Ciao. Non, j'ai pas assez puissant pour que l'humain se réveille. Il attend, oui, il attend d'avoir perdu ses merveilles. Non, j'ai pas assez puissant